à ce 14e épisode de la saison 2 du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par la microbrasserie Le Caveau des Trois Pistoles. Pour votre bière hockey, on n'oublie pas, on pense à la Montminou à la Coupe. Alors, je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes parce que vous savez, on est présent sur plusieurs plateformes, entre autres sur Spotify et YouTube, puisque cet épisode-là va être disponible en rediffusion cette fin de semaine sur Spotify et YouTube. Mais sinon, on est également présent sur TikTok, sur Facebook et bref, on est présent un peu partout et sur Twitter aussi. Je vous invite à écouter La Notif des sportifs à tous les mardis midi, animé par notre animateur préféré à la voix mielleuse, Loric Salvaille, qui fait aussi le coin des rumeurs à tous les vendredis. Si vous voulez vous tenir à l'affût des différentes rumeurs de transactions, ça se passe à tous les vendredis. Alors, on a aussi la lignée, je dirais, d'entrevues de Le Rêve LNH qui a été lancé par notre équipe de la LHJMQ, dont entre autres notre chroniqueur qu'on va voir tantôt. Donc, je vous invite à aller regarder sur notre chaîne YouTube parce qu'on a des entrevues hyper intéressantes avec des jeunes comme Gabriel Degg et Maxime Massé qui sont déjà disponibles sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir un jeune homme qui a vécu, je dirais, une vie très mouvementée dans les dernières années. Il y a eu beaucoup de déplacements, il y a eu beaucoup de grandes émotions. Puis c'est le fun parce qu'il a accepté de venir partager tout ce moment-là très mouvementé de sa vie avec nous. D'abord et avant tout, permettez-moi de vous présenter notre collaborateur, bien entendu, attitré à la LHJMQ, Guillaume Dalpé, FatGuys 93. Comment ça va? Ça va bien, toi, Yves? Ça va très bien. Et là, Guillaume, je dois te dire un petit quelque chose, OK? C'est un petit pari que j'avais fait personnel avec moi-même. Je voulais savoir quel jersey tu allais mettre en background. Est-ce que c'était la... Oh, vas-y. J'ai les Sea Dogs juste là. Malheureusement, j'en ai pas. Des Cobras, j'avais pas le choix. Je me demandais lequel tu allais choisir, lequel tu allais mettre en avant. Puis là, aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a vécu des grandes choses dans les dernières années. C'est un jeune que toi, tu as eu la chance de voir beaucoup jouer. Oui, tout à fait. On reçoit un des meilleurs gardiens des 2-3 dernières années dans le monde du hockey junior. Un gardien qui a autant gagné la Coupe du Président, il a gagné la Memorial, il a gagné plein de titres. C'est très impressionnant comme palmarès pour un jeune homme de son âge. Je suis très content de le recevoir. Nicolas Urtubis. Nicolas, bonsoir. Bonsoir à vous. Comment vas-tu, mon cher? Ça va super bien, vous autres? Yes, très bien, merci. Yes. Première des choses, un grand merci d'avoir accepté l'invitation. C'est très apprécié. Nicolas, tu as tout un parcours à nous partager ce soir, mais j'aimerais ça qu'on commence avec la base, là, savoir, toi, le gardien de but, ça te vient de où? C'est quoi la piqûre, là? Je l'ai eu vraiment jeune. Mon père était gardien de but dans son jeune temps, mettons. Puis quand j'avais... je me souviens que je le gossais depuis que j'avais 3-4 ans. Puis je voulais vraiment être un gardien de but pour être un petit peu comme lui, je pense. Puis à un moment donné, c'était ma fête de 7 ans ou 8 ans peut-être. Puis j'ai demandé un stock. Puis il m'a acheté un stock de goaler. Puis j'ai eu la piqûre aussitôt que j'ai mis les pads la première fois. Vas-y. Oh. À quel point c'est important pour... Ça vient de ta famille, le hockey. À quel point... Je sais que tu as au moins un frère, en tout cas, que je connais un peu, Marc. À quel point le hockey, ça fait partie de la famille depuis toujours? Ah, ben, tu sais, moi, j'ai grandi là-dedans, là. Ben, j'ai grandi en sport. Mon père a arrêté de jouer au hockey quand j'étais super jeune, mais tu sais, il jouait à la crosse aussi. Fait que j'ai grandi dans le sport, puis la crosse, c'est dans un aréna quand même. Fait que j'ai grandi dans cet environnement-là. Puis, écoute, moi, mon père, c'est comme je vous dis, c'est un ancien joueur de hockey, mais c'est un fan de hockey aussi. Tu sais, quand même, il suit ça. Puis mon frère, il joue au hockey aussi. Quand moi j'étais trop jeune encore, puis lui a commencé à jouer autour de 3-4 ans, donc moi j'étais encore un peu naissant, si on peut dire. Fait que j'ai eu le hockey depuis que j'étais petit, puis mon frère il suivait tout, il connaissait les statistiques de la Ligue nationale, puis il avait 3 ans, genre, tu sais, fait que ouais, c'était quand même quelque chose. Moi j'ai même entendu dire que ton frère il t'habillait à moins 40 degrés pour sortir sur la patinoire dehors. C'était vraiment dans toutes les sauces. Ça, c'est arrivé une fois. Là. Il faisait vraiment trop froid. Puis ma mère elle nous avait dit, les gars, vous ne pouvez pas aller jouer au hockey dehors. Là. À quel point c'était froid. Puis mon frère m'avait habillé. Puis là, je chialais qu'il faisait trop frais. Puis mon frère, il traînait mon stock.
Ah, mais c'est donc Je bien me souviens de cute, ça. ça. Ben, en fait, c'est que c'est un beau moment de famille quand même. Là, je veux dire, c'est quelque chose qui est partagé, votre passion par rapport au hockey. Fait que j'assume que tu as probablement toujours eu l'appui de ta famille au travers de ta carrière. Ouais, ben mon père, il m'a suivi partout, là. Puis, tu sais, mon frère, il me suit encore, même si on se voit un petit peu moins parce qu'on n'habite pas en même ville, mettons, mais il me suit encore. Puis mon père, il me suit toujours, toujours. Fait que, ouais, c'est vraiment quelque chose que j'ai eu beaucoup d'appui là-dessus. Je suis vraiment chanceux pour ça. Oh, ça, c'est cute. OK, ben j'aime ça entendre ça. Au niveau maintenant de ton hockey junior, on s'entend que tu as quand même joué au niveau midget 3A, puis au niveau midget 3A, c'était quand même bien au niveau des performances. Comment tu as vécu ça, toi, en fait, ce niveau compétitif-là du midget 3A? Ah, c'est un très beau niveau, tu sais. C'est une ligue où ce que le jeu il commence à être vraiment plus intéressant, là. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment du plaisir dans cette ligue-là. Puis c'est une ligue aussi où il y a un plus grand enjeu, tu sais, dans le sens où à mes 15 ans, tu sais, c'est mon année de repêchage. Donc, c'est différent du niveau Pee-wee puis Bantam où il n'y a pas vraiment d'enjeu. Tu sais, oui, tu veux être le meilleur, mais tu joues pour le fun, tu sais, quand je check ça avec du recul, c'est vraiment pour le plaisir. Puis quand tu arrives midget, il y a l'enjeu du repêchage. Fait qu'il faut que tu t'assures de bien jouer, puis essayer de te faire voir, puis essayer de te démarquer des autres. Puis ensuite, ma deuxième année midget, ben, c'est de prouver que ton équipe junior major qui t'a repêché a fait le bon choix, puis qu'elle puisse te faire une place à l'année d'après. Fait que c'est des années de hockey avec un plus grand enjeu qui sont plus importantes, je trouve, que le reste du hockey mineur. Je pense que jouer midget 3A, je pense que, si je ne me trompe pas, tu jouais pour les Vikings à Saint-Eustache. Ouais, exact. Je pense que jouer à 15 ans comme gardien de but dans le midget 3A, c'est déjà un certain accomplissement. Tu n'es pas passé longtemps par le midget espoir et tout ça. Ouais, ben, je suis pas passé au midget espoir du tout. Dans le fond, j'ai fait le club au midget 3 à ma première année, puis j'ai mérité ma place, je pense. Puis après ça, c'est clair qu'au niveau de ton repêchage, le chemin est plus facile quand tu joues dans le midget 3 à 15 ans que quand tu sors du midget espoir, là. Fait que, ouais, c'était bien de ce côté-là. Puis toi, l'année que tu t'es fait repêcher par les Tigres de Victoriaville en 4e ronde, je pense que les Tigres venaient d'avoir une grosse saison l'année d'avant. Il n'y avait pas vraiment de choix je pense qu'il y avait Connor Frenette qui est sorti quelques rangs devant toi, puis c'est à peu près tout, là. Ouais, dans le fond, les Tigres, ils repêchaient 53e au total. Ils ont repêché Connor Frenette, puis ensuite, ils repêchaient 55e au total qui ont repêché moi. Donc, j'étais un choix de 4, mais j'étais le deuxième choix de l'équipe, si on veut. Fait que c'était bien. Puis moi, je suis toujours un peu curieux de savoir comment tu as vécu ce moment-là, justement, du repêchage de la LHMQ. C'est quelque chose de particulier? Ben, au Québec, on est très chanceux parce que on est la seule ligue de la CHL qui a un repêchage en présence. La OHL puis la Ligue de l'Ouest, un repêchage en ligne. Fait que tu le vis un peu moins, j'imagine, mais nous autres, on est ultra chanceux. C'est un repêchage en présence. C'est comme un repêchage pro. Fait que tu t'en vas là, mon repêchage, c'est à Shawinigan. Fait que tu t'en vas là avec tes parents, puis tu t'en vas dans les estrades, puis là, ils font. Puis en passant, la première ronde a été interminable quand tu sais que tu seras pas repêché en première ronde. Ça dure à peu près 4 heures. Tu fais comme à passe dessus, tu sais. Mais c'est ça. Puis écoute, puis dans cette journée-là, j'ai passé par des émotions en montagne russe un petit peu. J'étais classé plus loin que le rang où est-ce que je me suis fait repêcher, sauf que j'ai eu des conversations avec des équipes où je m'attendais peut-être à être repêché là plus tôt. Puis là, à un moment donné, comme ils repêchaient d'autres gars, puis j'étais comme de quoi tu parles, tu sais. Puis fait que là, j'étais un petit peu fâché. Puis là, j'étais comme, voyons. Puis après ça, quand tu entends ton nom, cette frustration-là, ou ce stress-là, en fait, c'est pas de la frustration, mais c'est comme un stress qui accumule à toutes les fois qu'une équipe que tu penses qu'il va te repêcher, elle te repêche pas. C'est comme un stress qui s'accumule. Puis aussitôt qu'il nomme ton nom, que tu sois en 3e ronde, en première ronde ou en 13 millième ronde, tu t'en fous, puis t'es juste vraiment content. En 13 millième, ça fait mal. Ça, c'est loin un peu. C'était-tu un des... Victo, ça devait être un des clubs, comme tu dis, qui
avec qui tu avais eu des bonnes discussions avant le repêchage? Ouais, c'était un des clubs que excuse-moi, que je le savais que c'était possible de me faire pêcher là. C'était pas le club que je pensais de me faire pêcher là. Puis Finalement. Savoir c'était quoi le club que tu t'attendais le plus? C'était les Cataractes qui ont repêché finalement Coulomb en 3e ronde ou 2e ronde, je sais plus. Puis là, j'étais comme bon. Ouais. Fait que là, après ça, je savais pas trop je m'alignais où. Puis sinon, il y en avait d'autres que je pensais que c'était. Mais je me souviens plus vraiment. Là. Mais les Tigres, c'était un des clubs que j'ai rencontré la veille du repêchage en présence, mettons. Puis ça, c'est un bon signe. C'est un signe que le club est bien intéressé. Puis là, l'année tout de suite après, tu arrives, j'imagine, au camp d'entraînement des Tigres, même si tu es une recrue. Comment ça s'est passé, ce camp d'entraînement-là? Il y avait quand même encore des gros noms de l'année précédente, quelques-uns, du moins. Côté Cazenave était là. Puis Fabio Jacobo, qui était leur gros prospect, lui, dans le fond, au début, quand il s'est fait repêcher, je pense qu'il leur avait dit qu'il regardait plus du côté de la NCAA. Fait que pour eux autres, c'est une incertitude. Puis je pense que c'est en partie pour ça qu'ils m'ont repêché aussitôt. Puis finalement, lui, il s'est pointé là. Puis quand il leur a dit qu'il a l'intention de jouer avec eux autres, je pense que c'était clair dans leur tête. Fait que moi, tu sais, pour moi, à cet âge-là, c'est ma première année, je viens d'être repêché. Est-ce que j'ai une attente de faire le club? Non. Mais c'est ta carte de visite. Tu sais, moi, je pense que dans ton junior majeur, ton premier camp, il définit vraiment la carrière que tu. Ben, tu sais, il y a tout le temps des joueurs différents, mais je pense que ton premier camp est si important. C'est une impression qu'on donne. Puis après ça, tu sais, même si on a une autre année moyenne, eux autres, ce qui se rappellent de toi, ton premier camp, c'est super important. Fait que, pour moi, c'était de laisser ma carte de visite, puis je pense que je l'ai faite. Je pense que j'ai eu aussi de la confiance de l'organisation de prouver que j'étais un bon gardien, parce que ma dernière game intra-équipe, ça avait vraiment pas bien été. Puis ils m'ont gardé quand même, puis j'ai fait le camp au complet avec eux autres et plus, tu sais, que c'est l'expérience gratuite un petit peu que j'ai eue, puis je l'ai super apprécié. Puis après ça, les choses ont déboulé un peu. Là, tu as parlé un peu de Fabio Jacobo. Y avait-tu une certaine compétition au travers des années qui s'est installée à partir de ce camp-là? Lui, il étant 1 an plus vieux que toi, il y avait quand même un petit pas d'avance, si on veut. Finalement, tu as réussi à lui prendre le poste de numéro 1, on le sait un peu plus tard. Y avait-tu une certaine compétition entre vous deux? Oui, il y en a eu une, mais tu sais, c'était extrêmement sain. C'est un gars que j'adore, c'est une incroyable personne, là. Mais oui, tu sais, moi, quand je suis rentré à 16, puis, tu sais, pas quand je suis rentré, mais quand je suis arrivé au camp à 16 ans, pour eux autres, ils disaient dans les médias, ils disaient partout, lui, c'est le gardien d'avenir en parlant de Jacobo, puis moi, je l'ai mal pris. J'étais comme non, tu sais. J'étais comme c'est moi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était de prouver comme c'est moi le gardien d'avenir, puis au final, j'ai peut-être eu raison, je pense pas je pense, mais on a gagné la coupe à mes 18 ans, puis je pense que dans leur plan, c'était leur grosse année à mes 18 ans, mais le gardien dans le net, c'était pas moi. Finalement. Exact. Puis moi, j'ai une question qui va être une question peut-être qui va relever un peu plus personnelle, mais comment est-ce que tu te sens du fait que là, tu es rendu loin de chez toi, là, Victoriaville, c'est quand même pas collé sur ta maison. Est-ce que tu vis en pension à ce moment-là? Est-ce que tu es bien dans ce genre de mode de vie-là? Moi, c'était la première fois que je quittais la maison. Mes premiers mois ont été plus tough. Mais tu sais, j'étais bien encadré. Puis pour moi, c'était un passage obligé un peu. C'était une adaptation. Mais fait que, tu sais, oui, les premiers mois étaient un petit peu plus tough, mais tu sais, t'as tout le temps de quoi faire, t'as tout le temps. Fait que c'est vraiment pas super. Tu sais, comme au début, tu t'ennuies de la maison. Moi, en tout cas, je m'ennuie un petit peu, puis à un moment donné, tu t'en rends plus compte. Là. Puis sinon, tu as connu aussi la saison de la COVID qui était, selon plusieurs, très difficile. Là. De ton côté, ça se passe comment? La saison de la COVID, là, tu sais, la saison de la COVID a commencé bizarre. Au début, c'était de l'incertitude. Au début, on a commencé à jouer une saison normale. Puis là, venait que, mettons qu'on jouait le vendredi soir,
le jeudi soir, on n'était pas sûr encore si la game, on la jouait ou pas. Tu sais, ça, c'était de l'incertitude qui était plate. Ouais. Après ça, on a commencé à jouer dans des bulles. Les bulles, au moins, on était certains, on jouait. Après ça, là, c'est de l'isolation, c'est de l'isolation, excuse, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais l'isolation. Mais c'était soit qu'on était à pension à rien faire, fait qu'on voyage de la pension à l'aréna, puis sinon, on est à l'hôtel une dizaine de jours, puis tu vois, j'ai vu mes chums, les 20 mêmes gars pendant 150 jours cette année-là, puis en playoff, c'était le pire. Je pense qu'en série, en tout, là, on a été 68 jours en ligne à l'hôtel à rien voir nos chums. On est chums. Là, regarde, on se connaît, je te jure. Quand 2 mois, là. OK. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, le plus difficile, c'était à Chicoutimi dans une bulle. On a joué une game ou deux. Puis après ça, on a eu un cas positif. Puis au final, on s'est revus après, puisqu'on a pratiqué, puis on n'était pas encore au courant. Puis en tout cas, au final, on a été à l'hôtel enfermé 17 jours. Seul, j'ai fait le tour de Netflix, là, je les connais chaud par cœur, si tu veux des conseils. Wow, OK. C'est quel show qui est sorti fort cette journée-là? Comment? C'est quel show qui est sorti le plus fort? La Casa de Papel, je l'ai regardé après 8 fois. J'ai trouvé ça bon, j'ai fait garde. Mais, c'est un très bon choix. Ouais, c'était bon, mais écoute, j'étais écœuré. Puis on s'entraînait dans notre chambre d'hôtel. Après ça, les fenêtres s'ouvraient pas, c'était épouvantable. Là, oui, ça doit. Ça sentait pas tant bon à la fin des 2 semaines et demie. Cette saison-là, vous aviez quand même un gros club. Peu d'équipes s'étaient montées un club. On le sait que les Foreurs de Val-d'Or s'étaient montés tout un club. Là. Il avait été cherché à peu près tout ce qui était à vendre. Victo avait quand même fait quelques belles acquisitions. Vous aviez changé tous vos joueurs de 20 ans, entre autres, avec des gars comme Sean Elliman, des gars comme Alex Bocage. C'était quoi l'ambiance dans la chambre? Ça a-tu bougé un peu quand ces gars-là sont arrivés? Quand ces gars-là sont arrivés, dans le fond, on a changé nos 3-20 ans, puis on a rajouté Bocage. Ça a juste, on est passé d'un bon groupe de gars, d'un bon groupe de chums, je trouve, à un groupe spécial. Je pense que c'est des gars qui ont amené de la bonne humeur dans la chambre, du leadership. Ils ont amené tellement de belles choses. Puis à ce moment-là, plus on jouait, puis plus qu'on se rendait compte que notre groupe était spécial, c'était pas le plus talentueux, puisque les Foreurs de Val-d'Or, eux autres, c'est comme tu as dit, ils se promenaient dans la rue, puis il y avait des pancartes à vendre, puis on fait correct, on l'a acheté. Mais fait qu'eux autres, ils ont acheté tous les bons joueurs qui étaient disponibles dans la ligue. Puis nous autres, je pense que nous autres, notre GM a plus construit un club de hockey que les Foreurs de Val-d'Or. Puis je pense juste qu'on est devenu un groupe avec une confiance énorme. On était un groupe travaillant, extrêmement bien dirigé. Puis notre ambiance dans la chambre à l'hôtel, puisqu'on était à l'hôtel, on jouait dans les bulles, c'était incroyable. Puis c'est quelque chose de vraiment unique. Là, j'ai joué dans plusieurs équipes de hockey quand même dans ma vie, puis ça, c'est vraiment, vraiment unique. Puis là, il faut que je te parle d'un match en particulier. Pour plusieurs joueurs, moi, c'est un des plus beaux matchs de hockey junior. Les Partisans venaient de revenir dans les gradins. On en a parlé avec Max Pellerin il y a quelques semaines. Le 3e match de la finale. Tu commences le match, tu alloues 3 buts en 25 minutes. Ils te sortent du match pour mettre Jacobo. Puis là, en fin de match, la remontée spectaculaire. Toi, tu étais assis au bout du banc. C'était quoi ton feeling dans ce match-là? C'était un match où nous autres, on est arrivés dans la game, on n'avait aucune émotion. Je pense qu'on était brûlés. Puis je pense qu'on était un petit peu surpris d'être dans la position où on était, c'est-à-dire d'être, je pense que la série c'était 1-1 après 2 matchs. Ouais. Puis on est arrivé flat un petit peu, puis les Foreurs de Val-d'Or, on dira ce qu'on veut, mais c'est un méchant club de hockey. Puis là, c'est ça, fait qu'on tombe 3-0, puis je me fais sortir, qui est vraiment correct, puis essayer que le rythme de la game change un petit peu. Puis on est resté mort pendant des minutes, puis des minutes, puis des minutes. Moi, je me suis fait enlever à peu près au milieu du match, puis on est resté mort jusqu'à
fin de la deuxième. 26e, puis ça l'a débloqué à la 53e de mémoire, là, à peu près. Ouais, exact. Il y a une demi-heure qui ne s'est rien passé. Là. Puis, tu sais, c'est ce genre de match-là où ça prend juste un étincelle que quelque chose. Ça peut être un but. Nous autres, c'est un but, mais ça peut être une mise en échec, ça peut être une bataille. Ça prend juste quelque chose qui déclenche autre chose. Puis nous autres, regarde, c'est arrivé à la fin. Puis je pense que les Foreurs ont mal géré leur game aussi dans cette situation-là. Puis nous autres, on a juste profité puisqu'on était un groupe extrêmement spécial. On était un groupe qu'on n'était jamais battu. Puis, tu sais, je vais te donner un exemple. Là. Si tu me demandes c'est comment je me sentais au bout du banc, ben, on perd par 1, il reste 10 secondes. Je sais pas c'est combien de temps qu'on a scoré. Il en reste, mettons, 8. Puis là, t'as Bocage, le meilleur scoreur de la ligue, à mon avis, qui arrive à la rouge, puis qui rim le puck. Là, nous autres, on se regarde, puis on fait comme, de quoi tu parles, toi? Qu'est-ce que tu fais, tu sais? Puis là, finalement, je sais pas ce qui s'est passé. Le goaler a essayé de l'arrêter en arrêt, le ralenti. La puck fait le tour du net. Abramov la pogne quasiment à bleu, la relance au net. Puis c'est qui est là qui se casse? C'est Bocage, parce que c'est Bocage. Parce qu'il est juste là, à la bonne place, puis à mettre dedans, tu sais, on était zéro surpris. Puis à ce moment-là, on tourne dans la chambre, on s'en va en prolongation. Toi et puis moi et puis le monde qui sont dans les assurales, les 3 personnes qui ont le droit d'être là. On sait que c'est nous autres qui gagnent ce game-là, tu sais, c'est clair, puis ça n'a vraiment pas été long. Fait que... Puis, excuse, vas-y, Guillaume. Je pense que c'est un match où tes meilleurs joueurs doivent être les meilleurs. Puis, Bocage, Abramov, Sean Element, Connor Frenette, c'est les gars qui ont pris la game et qui se sont dit c'est nous les leaders, c'est nous les meilleurs joueurs de l'équipe. On va l'amener, cette game-là. Là. Un peu tard. Ouais, exact. Mais au final, c'est un point pivot de la série. Là. Ah, c'est le match qui a changé la série au grand complet, si tu me le demandes. Là. Puis je pense qu'on est tous en accord avec ça. Mais non, exact. C'est des joueurs spéciaux. Tu sais, on parle d'un groupe spécial, mais tu peux pas avoir un groupe spécial si tu n'as pas de joueur spécial. Puis ça, c'était vraiment des... C'était des gars, c'était des bons gars. C'était des êtres humains extraordinaires. Puis quand tu fais les bonnes choses dans la vie, les bonnes choses, ils te reviennent dans tout. Je pense que c'est de la manière qu'on agissait, puis que ces gars-là, ils ont agi dans la chambre entre les périodes. C'est de la manière qu'ils ont agi à la glace, même si, on a eu des chicanes à l'interne dans ce game-là, on a eu des affaires, on avait des gars qui n'étaient pas contents, on avait des coachs qui n'étaient pas contents, je te le jure. Là. Mais, au point où est-ce qu'on se regarde tout, puis comme groupe, puis on se dit, comme groupe, on peut-tu juste faire la job, t'sais. Puis moi, j'ai une question qui me titille un peu, parce que là, vous affrontez une organisation qui a littéralement aucune défaite en séries éliminatoires. Tu viens de me dire qu'ils se sont boostés à l'os avant le début des séries. Le feeling que tu avais après la première victoire, ça devait être un accomplissement en soi. Cette game-là, on est passé par les émotions en bas puis les émotions en haut, parce qu'après 10 minutes, jusqu'à temps qu'un autre joueur se blesse, les shots, c'était 10-0. On n'a pas touché le puck. On capotait. Puis là, on se regardait. Puis on était comme, on fait quoi ici? Là? C'est quoi ça? Puis notre joueur se blesse. Il part en civière. Puis la game a reviré. Puis on a gagné 3-2, je pense, la game-là. Quelque chose comme ça. Là. Puis là, on se regarde. Puis on fait que... oui, on était vraiment contents. Mais on dirait qu'on ne réalise pas ce qu'on vient de faire. Puis je pense qu'avec du recul, c'était bien de ne pas le réaliser, parce que tu veux pas faire comme crime, on est bien fort finalement, puisqu'on se rend compte que on l'a travaillé, ce game-là, puis on a gagné rien que par un but. Là. Fait que, on s'est rendu compte que cette série-là serait pas facile, mais je pense que c'était vraiment super important pour nous de gagner ce premier match-là, parce que, je te mentirais pas, qu'on se posait des questions avant la série de à quel point on est capable de jouer contre les Foreurs de Val-d'Or. Mais dis-toi une chose, c'est qu'eux autres sont plus que confiants là, quand ils commencent la finale. Là. Fait que le fait de débranler un peu la confiance comme ça, je pense que c'était le meilleur moyen d'entrer dans la finale. Ouais, c'est ça. Guillaume, est-ce que tu as une question avant qu'on aille pour la coupe? Ben, c'est un peu là que je m'en allais. Vas-y. Le dernier match de cette coupe-là, même
même avant que le match commence, vous étiez en avance 3-1, 3-2 dans la série. 3-2 dans la série, puis beaucoup d'experts disaient ouais, mais faites-vous-en pas, les Foreurs vont remonter. Ce match-là s'en va en deuxième prolongation. C'était tout un marathon, là. Ah, c'était un match-là, c'était long. Puis moi, la veille, je m'ai endormi, il devait être 3-4 heures du matin parce que je shakeais dans mon lit, là. Puis mon pre-game meal, c'est genre 3 cuillères de riz parce qu'il n'y a rien qui rentrait. Fait que là, moi, je goal, je suis rendu en deuxième prolongation. Je suis comme... En tout cas, je pense pas que je m'en rendais compte durant le match, mais j'ai aucune idée comment j'ai eu cette énergie-là de jouer la game au complète. Là. Ça n'a aucun sens. J'ai mangé 3 cuillères de riz dans mes 24 dernières heures, à peu près. Je peux dire que tu as reçu 50 tirs à la gueule cette journée-là. Fait que tu as été occupé, mon chum. Ouais, non, c'est ça. Je comprends pas. Je sais pas. Je pourrais pas vous dire, mais c'est fait. Mais ouais, écoute, cette game-là, mais tu sais, pour nous, je pense que plus ce match-là, il avançait, puis plus qu'on se rendait compte qu'on pouvait pas rejouer un match numéro 7 le lendemain, parce qu'on mangeait une claque d'en face le lendemain. Je pense qu'on est tous très conscients de ça. Je pense qu'on a joué ce match-là de la bonne manière en étant au courant que si on veut gagner, c'est pas parce qu'on mène 3-1 puis qu'on a le droit de perdre qu'on a vraiment le droit de perdre. Parce que je pense que c'est une équipe qui reprenait confiance l'autre bord, puis nous autres, on est une équipe amochée puis fatiguée. Puis, tu sais, des séries difficiles. Ouais, on a eu des séries plus difficiles qu'eux autres. Moi, je me souviens quand vous avez sorti l'Armada un peu plus tôt dans les séries, je pense qu'il y avait c'était des 3-5 à ce moment-là. Puis je pense qu'il y avait au moins 3, si c'est pas 4 matchs qui ont fini en prolongation. Là. Ouais, on est une équipe avec gros du millage. Puis même, tu sais, les matchs de la série finale, qu'on gagne ou qu'on perde, il fallait qu'on travaille beaucoup plus qu'eux autres. Puis les gars, on dira ce qu'on veut, mais bloquer les shots, c'est tough sur le corps. Puis nous autres, c'était ça notre game. Parce que sinon, nous autres, on était morts. Là. Fait que, tu sais, on se rendait compte que c'était là. Si on voulait gagner, c'était là. Puis je pense qu'on a joué de la bonne manière pour ça. Un des joueurs que tu avais devant toi dans ta brigade défensive, c'était P.O. Roy, qui avait 16 ans, mais qui donnait des cross-checks comme un vétéran, comme un Shea Weber en avant du net. C'était quoi, tu sais, toi, tu le voyais de proche, là. À quel point ce gars-là, déjà à 16 ans, il y avait une game de vétéran? Ce gars-là, tu sais, on dit les jeunes, là, il fait des erreurs, c'est correct, il est jeune, puis c'est normal, mais il a du potentiel. Lui, il est arrivé, puis il en faisait pas d'erreur. C'est pas compliqué. Puis là, il a 18, puis il en fait pas. Pour moi, c'est un des meilleurs joueurs de hockey qui j'ai joué. J'ai joué avec lui un petit peu à 17 ans aussi, puis à 17 ans, il avait un rôle extraordinaire, il avait un grand rôle, puis tu sais, c'est un gars qui est stone cold, il gère super bien. Puis à 16 ans, c'était rien qui est impressionnant, là, tu sais, je le regardais, puis j'étais comme, voyons donc qu'il joue de même à 16 ans, puis il a été un joueur important, là, je pense qu'au match numéro 6, justement, il a joué 38-39 minutes. Pour une recrue de 16 ans dans une ligue de gars de 19-20 ans, là. C'était impressionnant. Puis contre un Dream Team aussi, tu sais, il jouait contre des gars repêchés en première ronde dans la Ligue nationale, puis des gros bonhommes. Puis... C'est lui qui pognait c'est lui qui backait un peu le trio avec Sam Poulain, Nathan Légaré, puis Jacob Pelletier. C'était un trio de 3 gars draftés en première, deuxième ronde de Ligue nationale qui ont pratiquement tous joué pour Team Canada. Là. Ouais, ben c'est ça, tu sais, je le regarde encore aujourd'hui, puis je check ça comme en arrière, puis je suis encore impressionné de ce qu'il a fait. C'était extraordinaire de jouer sur une game, de jouer cette game-là qui est mature, de jouer la première passe safe, puis de bloquer les shots. Il bloquait les shots, c'était incroyable. Le gars, il devait peser 120 livres mouillés dans ce temps-là. Il était tout petit. C'est bol. Là, je dis ça, c'est pas vrai. Là, Okay, mais tu sais, il était vraiment petit, c'est tout ça pour dire que c'était vraiment pas un gros bonhomme. Mais non, c'était vraiment impressionnant ce qu'il a fait. Puis là, je te lance une balle courbe. Pourquoi ce gars-là, il n'est pas drafté Ligue nationale encore? Ou au moins invité, là? Je capotais quand j'ai vu ça l'an passé. J'en ai aucune idée. Ce joueur-là, il est underrated comme ça. Aucun bon sens. Présentement, je pense qu'il est le meilleur pointeur des défenseurs dans la Ligue ou deuxième en aire de Brunet. Il a plus qu'un point par match. Puis je pense qu'il est encore pas apprécié à ce qu'il devrait.
Est-ce qu'il devrait être drafté à mon... Moi, je ne suis pas scout, mais j'ai joué avec des bons joueurs de hockey, puis Pierre-Olivier Roy, il fait partie des meilleurs joueurs de hockey que j'ai joué. Je comprends pas. Ça doit être la shape, je sais pas. Puis pourtant, il y en a des gars moins gros qui sont draftés, invités. Je comprends pas. Là, s'il n'y a pas au moins une invitation, là, écoute, appelez-moi un gars, je sais pas. Ça n'a pas de sens. Puis là, j'ai pas le choix de te poser la question. C'est quoi ton feeling? La Coupe du Président, c'est un accomplissement en soi pour un jeune. Comment t'as filé ça, toi? Quand Bocage a scoré, j'ai perdu des bouts, là. C'est un petit peu blackout. C'est un rêve. Puis aussi, c'est un rêve qu'on y croyait pas tant que ça à la base. Plus on avançait, puis plus qu'on était comme OK. Fait que, tu sais, c'est un accomplissement où on part de rien un petit peu, puis on bâtit quelque chose en tant qu'équipe. Puis avec un groupe, tu sais, ça fait 15 fois que je le dis, mais c'est un groupe tellement différent des autres. Puis, c'était juste c'était vraiment de la fierté. Il score, on réalise qu'on a gagné, on le réalise pas pendant des jours, en fait. Mais, tu sais, c'est de la fierté, puis juste de l'excitation. C'était vraiment incroyable. Parce que votre scénario est un peu hollywoodien, l'idée de battre une équipe qui était aussi forte que ça, en plus en deuxième prolongation. ça fait un beau récit à raconter après ça. Et là, par la suite, on va jouer une saison, si je ne fais pas erreur, semi-semi, Victoriaville-Saint-Jean, c'est bien ça? Ouais, exact. Le retour d'une... Tu sais, on le sait, là, les équipes qui gagnent la Coupe, c'est parce ils ont quand même vidé un peu des jeunes joueurs pour aller chercher des gars de 19, des bons 19 ans, des bons 20 ans qui vont perdre à la fin de l'année. Quand vous revenez au camp, vous avez quand même la chance d'avoir des Max Pellerin, des Pierre-Olivier Roy, justement. Fait que ça ne devait pas être si pire, mais c'est quoi le feeling? À quel point il y a beaucoup de joueurs qui sont partis et que ça te change une équipe du tout au tout? Ouais, c'est ça, c'est la reconstruction. C'est normal. Je pense qu'on a échangé juste des choix contre nos 3-20 ans puis Bocage. Fait que de ce côté-là, c'était pas super. Mais on n'avait pas de prospect qui venait de la première ronde, si je me trompe pas. On n'avait pas de. Ah oui, on avait Justin Gendron. Fait qu'on avait après ça, on avait Justin Larose, mais tu sais, c'est 2005, c'est des joueurs de 16 ans. C'est des bons joueurs de hockey, mais puis on avait plein de bons jeunes, mais qui restent des jeunes. Qui ont des erreurs à faire, parce que c'est pas tous des Pierre-Olivier Roy, qui ont des erreurs à faire, puis fait que tu sais, mais nous autres, on est au courant de ça. Puis les coachs, puis le GM, ils rencontrent les vétérans, puis tu sais, ils nous disent la réalité des choses, puis nous autres, on comprend aussi, puis ce qu'on est passé par là, aussi quand nous autres, on était jeunes. Mais c'est un rôle différent pour moi, à 19 ans, qui a gagné une coupe, d'être un bon leader, puis de montrer le bon chemin aussi. Puis après ça, c'est tout ce qui est sur la glace, les résultats, il faut que tu mettes ton ego de côté un petit peu, puis accepter le fait que il va avoir des moins bonnes games. Puis, tu sais, ça, je l'ai vécu cette année-là, puis je l'ai vécu cette année aussi. Fait que je commence à être habitué. Puis là, cette demi-saison-là avec les Tigres, c'est un peu transmettre le flambeau à Nathan Darvaux. Ouais. Nathan Darvaux, tu le regardes la shape, il n'y a pas la shape d'un numéro 1 dans la ligue, là, il est tout petit, là, mais à quel point il est bon, Nathan? C'est un gardien de but. Écoute, quand il s'est fait repêcher en 11e ronde, je capotais. Moi, j'ai joué contre lui, midget. C'est un bon gardien de but. Puis on parle de joueurs qui sont repêchés plus tard, puis qui rentrent, puis qui sont des surprises, un vol finalement, puisque le gars, il se développe. Non, lui, Darvaux, c'est pas un vol qui se développe trop tard, là. Ça a été un gardien de but vraiment, vraiment, vraiment bon jusqu'à son junior majeur. Je sais pas comment il s'est rendu jusqu'à 11e ronde. Quand il l'a repêché en 11e ronde, pour moi, c'était clair qu'il allait jouer junior majeur, ce gars-là. Là. Puis Nathan Darvaux, c'est un travailleur hors pair. Il travaille, puis il est orgueilleux. Puis pour moi, de l'orgueil, un gardien de but qui est orgueilleux, c'est juste bon. C'est vraiment bon. Puis c'est un compétiteur. C'est un travaillant, puis écoute, c'est un gars aussi que c'est un très bon chum de vie aujourd'hui, puis je l'adore, puis écoute, c'est un excellent gardien de but, puis
C'était plate pour lui parce qu'à mes 19 ans, justement, je lui passais le flambeau un petit peu. Parce que, moi, je m'en attendais de me faire trader à Noël. Mais lui, il s'est blessé un méchant bout avant. Fait que, il n'a pas joué bien. Je pense que j'ai joué 27 games sur 31, 32 avant Noël. C'était incroyable. Ou 25, en tout cas, je ne sais plus trop. Mais puis après ça, il a vraiment pris la pole quand je suis parti. Là. Les Tigres ont vraiment le don de trouver des bons gardiens. Là, avec côté Casavan, après ça, il y a eu Jacobo, il y a eu toi, il y a eu Nathan Darvaux. Maintenant, ils ont Gabriel Degg qui s'en vient. Là. Ils ont quand même tout un palmarès de gardiens dans les dernières années. Là. Ouais, je sais pas c'est qui scout les gardiens, mais je pense qu'ils peuvent leur signer. Là, il va être correct. Il a fait des bons choix. Et là, je veux qu'on parle quand même un petit peu de ton changement parce qu'on s'entend quand tu es transigé. Il y a deux éléments que je vois dans cette transaction-là. Première des choses, c'est que tu te ramasses très, très, très loin. Tu es dans les maritimes. Je connais pas ton niveau d'anglais, mais c'est quand même un gros changement au niveau de ta vie de tous les jours. Mais tu as aussi un espèce de passe droite pour aller à la Coupe Mémoriale parce que là, tu sais que cette équipe-là va participer. On va commencer par le déménagement, la nouvelle vie. Ça se passe comment? Plus raide au début. Vraiment différent. Un nouveau groupe de gars que tu sais, moi, en fait, il y a une couple de gars que j'ai connus quand j'étais jeune, mais ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Là. C'était des gars à qui j'ai joué comme au 3 d'été ou à Équipe Québec à genre 13 ans. Fait que ça faisait un petit peu longtemps que je les côtoyais plus. Fait que il y a le changement de gang, puis là, tu changes de province. Oui. Moi, je suis pas de toi, je sais pas où est-ce que vous restez, les gars, mais moi, dans ma cour, j'ai pas de chevreuil, là, ici, à Plainville. Non. Là, il y a que ça. Il y a plus qu'il y a de chars, là, tu sais. Fait que c'est un changement d'environnement qui est quand même impressionnant. Mais c'était pas super, là. C'est quelque chose que tu t'habitues vite. Les Sea Dogs ont ramené aussi Vincent Sévigny avec qui tu avais joué à Victo. Puis c'est rare qu'un gars arrive dans une nouvelle organisation qui est déjà buildée pour s'en aller à Memorial, puis qu'il le nomme capitaine. C'était quoi l'impact de son leadership dès son arrivée? Quand on est arrivé, moi et Vince, on était assez proches, puis on avait une mentalité qui est assez semblable, je te dirais. Puis, tu sais, moi, je pense qu'il y avait une raison pourquoi cette équipe-là avait pas été aussi bonne qu'elle aurait dû être avant Noël. Mm-hmm. Puis quand on est arrivé, je pense qu'on a mis le point sur des choses en lien avec ben pas en lien, mais je veux dire en équipe avec les gars qui étaient déjà des leaders là-bas. Ouais. Puis après ça, tu sais, moi je pense juste que Vince, c'était quelqu'un c'est un gars qui est respecté, c'est un gars qui a gagné, puis c'est un gars qui veut vraiment beaucoup, puis on le voit. On voit comment ce gars-là, il veut gagner, puis comment il prend ça à cœur. Fait que je pense que c'était naturel que Vince soit capitaine. Puis en même temps, on a parlé au coach un petit peu, une couple de leaders d'équipe. On a parlé au coach parce qu'après 3-4 semaines, on n'avait pas de capitaine encore. Puis là, on était comme, ça prendrait peut-être un capitaine. On s'en va à la même cas. Puis non, les capitaines, les autres, d'après moi. Puis après ça, il nous a demandé, qui. Puis, moi, dans ma tête à moi, puis dans la tête aux autres aussi, si quand nous autres, on est arrivés, il n'avait pas de capitaine, ça veut dire que le capitaine n'était peut-être pas à l'interne comme avant Noël. Ça fait du sens. Ouais. Sinon, il serait déjà capitaine. Fait que je pense que c'était naturel que lui soit capitaine après. Puis là, vas-y. Si on passe vite un peu la saison, pourquoi tu n'as pas joué en série contre l'Océanique? Problème, c'est la décision du coach. On avait oui, on a eu des, moi puis ce coach-là, je pense que c'est pas un secret pour personne, on a eu des malentendus ici et là. Après ça, Couture, c'est un excellent gardien de but. Puis très, très bon. Il y a eu une année extraordinaire aussi l'an passé. Il méritait de jouer. Je méritais de jouer. Il méritait de jouer. Puis le feeling du coach, c'était de faire jouer Couture. Puis c'est correct. Puis après, c'est rare qu'une équipe qui est haute de la Memorial se fait sortir au premier tour par l'Océanique, justement. Après ça, changement de coach. On enlève Gordy Dwyer, on amène McDougall. Le gars, il n'a jamais coaché un match de junior majeur. C'est un gars qui vient de UNB.
qui est Université du Nouveau-Brunswick, qui est une excellente université en termes de hockey, là. Mais le gars, il n'a jamais coaché du junior majeur. C'est quoi le feeling dans la chambre? On entendait, parce que nous autres, on est revenus à la maison pendant une semaine, comme après les playoffs, entre les playoffs, puis qu'on en revienne. Puis on entendait des noms, on a entendu du charme, on a entendu ci, ça, tu sais, des gars qui ont coaché dans la Ligue nationale. Puis après ça, moi il me sort un nom que je connais pas, je fais comme tu me niaises. C'est qui ce gars-là, tu sais, c'est quoi ça? Puis comme vous autres un peu, je me suis dit, OK, le gars, il connaît rien du hockey junior, là. Il a coaché à UNB depuis 22 ans. Puis, direct en revenant, on a eu un meeting, puis on présentait le coach, puis je pense qu'il a dit 3 mots, puis il nous avait déjà convaincus. C'est un homme extraordinaire, c'est un motivateur hors pair. C'est un... Puis au-delà du hockey, puis des connaissances hockey, que oui, mettons, il connaît vraiment bien son hockey, mais nous autres, je pense que pour un petit tournoi comme ça, on avait besoin d'un gars qui va nous préparer bien, puis qui va nous motiver. Puis je pense que c'était l'homme fait pour ça. Sérieux, là, je pense pas qu'il y avait de meilleur choix que Coach Mac pour prendre le rôle de la même coupe. Là, si on arrive à la Coupe Memorial, je pense que vous étiez un peu encore là, un peu comme avec les Tigres l'année d'avant, vous êtes l'équipe que tout le monde se dit, ils vont finir 4e. Tout le monde regardait énormément l'Ouest canadien avec Caden Goulet, entre autres, d'Edmonton. Le monde regardait les Bulldogs Hamilton qui n'avaient pratiquement pas perdu un match en série avec Mason McTavish. Shawinigan avait quand même Maverick Bourque, Xavier Bourgault. Il y a une puissance offensive. À quel point, comment ça s'est déroulé dans votre tête? Puis est-ce que vous vous êtes dit, on n'a pas, on est les underdogs, ou vous vous êtes dit, on a notre place comme n'importe qui d'autre? Ben, tu sais, pour vrai, nous autres, avant le tournoi, on savait pas à quoi s'attendre, tu sais, puis même qu'on s'attendait pas à gagner, je pense. Là, si on est honnête, tu sais, j'aimerais ça vous dire, tu sais, la belle histoire de on est arrivé, puis c'était second, tu sais, non, c'est pas ça. On n'était pas sûr, on savait pas à quoi s'attendre. On avait-tu un bon groupe de hockey, un bon groupe de joueurs de hockey, 100%, mais ça fait 1 mois qu'on a joué 0 match. Là. Puis, on a eu 1 mois de préparation vraiment, vraiment dur. C'était tellement demandant. Puis, fait qu'on, tu sais, nous autres, on est arrivés là, puis au match numéro 1, on savait pas à quoi s'attendre. Puis, les demandes de Coach Max, c'est, regarde, jouer hard, le plus hard qu'on peut jusqu'au premier TV timeout, puis on verra après. Puis, finalement, ils n'ont pas touché le puck. Puis on s'est rendu compte qu'on n'était pas pire. Puis on a gagné le match numéro 1. Puis après ça, on a cru en nos chances. Puis à un moment donné, on s'est juste dit, je pense qu'on a travaillé trop fort pendant... c'était dégueu le mois. Là. Fait qu'on s'est dit, on a travaillé trop fort pour ne pas gagner. Puis on n'est rien calé avec ça. T'es pas le seul joueur à qui j'ai parlé de ça. Puis tous les joueurs à qui j'ai parlé qui étaient dans votre chambre à ce moment-là m'ont dit la même chose. C'était épouvantable. Après 3 jours, je dis 3 jours après, peut-être le premier jour, j'étais plus capable de monter les marches à ma pension. C'était dégueulasse. Puis j'ai plus été capable. D'après moi, j'ai remonté les marches correctement 3 jours, peut-être avant le tournoi, je sais pas. Mais ça a été long. Et puis là, sinon, on s'entend que le moment est un moment, encore une fois, qui est féerique, parce que là, non seulement est-ce que vous remportez le plus grand trophée de hockey junior au pays, mais en plus, vous le faites à domicile devant vos partisans. À quel point ça doit être quelque chose de magique, ça aussi, de remporter la Coupe Memorial devant tes partisans? Ça, l'ambiance était incroyable. La maison, c'était plein. C'était plein. Puis le bruit, c'était débile. Écoute, on scorait un but, le toit, il sautait. Moi j'avais le casque qui... C'est une grosse aréna. Ben oui, c'est une grosse aréna qui est pleine. Il n'y a même plus de place. Tu sais, le monde, il marchait même plus. Il n'y avait même plus de place. Moi, mon casque est small, on score, c'est un X large. Tu sais, je veux dire, c'était incroyable. Là. Puis quand on a gagné, puis encore là, c'était comme un blackout un peu. Ça, c'est comme encore plus gros que la Coupe
président, on dit ce qu'on veut, mais c'est tellement gros. Là. Fait que c'était juste malade. Puis là, le party demandez-moi le pot parce que je m'en souviens pas partout. Puis là, écoute, Nicolas, on a une question ici d'un abonné qui, lui, est un grand partisan des Tigres de Victoriaville, mais je ne veux pas orienter du tout ta réponse. Il te pose la question, il dit, entre la Coupe du Président avec les Tigres et la Coupe Mémoriale avec Saint-John, laquelle a été la plus spéciale à gagner pour toi et pourquoi? Les deux ont été spéciales à leur manière. Je ne pourrais pas vous en classer une plus spéciale que l'autre. Je pense que la Coupe du Président est extrêmement spéciale pour moi à cause... c'est juste... c'est un groupe de gars qu'on voit dans les films, puis je pense que c'est un groupe de gars qui est dur à trouver, puis c'est tout ce qu'on a passé au travail comme groupe, puis ce qu'on a bâti, puis les bulles, c'est vraiment les bulles, je pense, qui font quelque chose que... C'est une année différente, c'est un groupe différent. Puis, la même coupe, écoute, puis encore là, c'est un petit peu digne d'un film. On perd en première ronde, il faut qu'on se relève. On a eu un mois dégueu de préparation. On n'a pas eu de fun, mais on l'a fait parce qu'il fallait le faire. Puis, on finit par jouer vraiment bien. On n'a rien volé. Là, on était clairement le meilleur club là-bas. Puis, c'est à la maison. Puis encore là, je pense que c'est un groupe de joueurs qu'au bout de la ligne était tellement différent aussi de d'autres parce que le fait qu'on doive se regarder dans le miroir à la suite de la déception de la première ronde puis se regrouper, c'est quelque chose aussi qui est spécial. Fait que je pense que c'est des situations différentes, mais les deux, c'est vraiment extraordinaire. Là, tu as eu un parcours junior assez difficile à battre, là, avec deux équipes différentes, gagner la Coupe du Président, gagner à Memorial l'année d'après. Cette année, je pense que la première moitié de saison, c'est pas passé comme tu le voulais. Tu décides d'aller dans le Junior 3A. Pourquoi? Je suis arrivé au camp blessé cette année, fait que j'ai manqué les 2 premiers mois. Puis là, écoute, le club va pas super bien, on est en reconstruction, puis c'est correct, mais là, j'ai des variantes, j'ai des choses aussi qui sont différentes dans le sens où, là, je suis loin de la maison, les résultats sont pas là. Puis quand je jouais pas, j'ai eu le temps de faire de l'école. Pour la première fois de ma carrière, mon école, c'était un petit peu ma priorité. Parce qu'avant, c'était le hockey, mais là, je jouais pas. Fait que je me suis concentré sur l'école. Puis là, je me suis rendu compte, j'ai signé à l'université en novembre. Puis là, je me suis rendu compte qu'il fallait que je les finisse mes cours, parce que sinon, je me rajoute du temps infini à l'université. J'ai comme 30 crédits de plus à faire, c'est comme... Fait que là, je revois un petit peu mes priorités, puis c'est quelque chose que j'ai décidé à long terme. C'était vraiment un choix que j'ai fait à long terme, puis c'est quelque chose à quoi j'ai pensé tellement longtemps, puis j'ai seulement décidé de... Parce que en restant là, je les terminais pas mes cours de cégep. Fait que c'était 30 crédits de plus à faire, c'est comme je vous dis. Fait que là, j'ai juste choisi de terminer mes cours puis avoir un chemin plus clair à l'université. Puis en même temps, les Cobras, c'est l'équipe qui était... Là, je pense qu'on est 2e au Canada, quelque chose comme ça. C'est l'équipe, c'est le meilleur club de la Ligue au Québec. Je me rapproche de la maison. Je vais être un coach au hockey. Là, j'ai une occasion de coacher vraiment plus. T'sais. Fait que je pense qu'il y a plein de facteurs. C'était surtout l'école, puis me rapprocher de la maison, puis jouer avec une équipe gagnante. Là, c'est vraiment les facteurs prédominants là-dedans. Et à quel point les Cobras, c'est un groupe spécial. Avant, je me rappelle, on était présents, moi et Yves, pour ton premier match. J'ai même annoncé le starting line-up en pensant que ça vous motiverait et que ça vous aiderait. Finalement, pas pantoute. Ça a cassé votre série de 17 ou 18 victoires de suite. Mais tout ça pour dire à quel point ce groupe-là, il est spécial. C'est un groupe qui me fait penser un petit peu à lui de l'an passé. Quand je suis arrivé au milieu de l'année à Saint-John, c'est un groupe avec plein de bons joueurs, mais je trouve que présentement, c'est peut-être un groupe où les gars sont plus amis. Je trouve, c'est con à dire, mais les gars, ils rentrent dans la chambre à toutes les pratiques, puis ils se font des handshakes à tout le monde. Tu fais le tour de la chambre, c'est quelque chose qui rapproche les gars, je pense. C'est avant tout un groupe d'amis, puis ensuite, c'est un groupe de gars qui veulent absolument gagner, qui détestent perdre. Là. On a perdu 2 games depuis que je suis là, puis
hey, c'est la fin du monde, tu votes pas. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que c'est un groupe de gars fiers, c'est un groupe de bons gars. Puis je pense que je pense qu'on est une couple de nouveaux, 4, 5, 6. Fait que c'est quelque chose qui prend du temps à bâtir. Fait que de perdre des matchs, c'était 100% normal. Les gars étaient fâchés, mais je pense que c'est quelque chose qu'on est mieux de vivre maintenant qu'en série. Là. Fait que non, c'est un beau groupe de gars. Puis t'es arrivé c'était la deuxième équipe au Canada quand t'es arrivé, puis il y avait une affaire, là, c'est 30 victoires, 3 défaites, là, quelque chose de même. C'était ridicule à quel point il était dominant. Là. Et vous avez quand même la possibilité d'accomplir quelque chose qui n'a jamais été accompli par une équipe québécoise. Ce serait de remporter le championnat canadien. Est-ce qu'on y pense ou on se concentre sur la Coupe Napa? Je l'ai entendu dans la chambre, je l'ai entendu parler de gars, de coach. Je pense que le but il est là. Ma pensée par rapport à ça est vraiment pas là présentement. Je pense qu'on se tire dans le pied si on pense au championnat du Canada présentement quand on est au Québec pendant la saison. Je pense qu'il y a des gens qui ont moins d'expérience des fois qui réalisent pas à quel point c'est difficile de gagner une série, peu importe tu joues contre qui, peu importe tu joues où puis comment. C'est extrêmement difficile. Fait que je pense qu'on se tire dans le pied. Si on pense à ça, est-ce que c'est quelque chose qui serait le fun à accomplir? Oui, mais on est tellement vraiment pas là présentement. OK, ben écoute, c'est une très bonne réponse. Vas-y, Guillaume. Là, Nicolas, on a parlé de vraiment ton parcours, de jouer avec des gars exceptionnels partout. Mettons que tu pouvais choisir le meilleur coéquipier, le meilleur joueur que tu as joué là. Parmi les William Dufour qui viennent de jouer leur premier match Ligue nationale, on a parlé de leaders comme Sean Element, des gars comme Vincent Sévigny avec qui tu as gagné quand même 2 coupes. Ça serait, tu sais, Alec Bocage, tout ça. Ça serait qui le meilleur joueur selon toi, le gars le plus clutch? Le gars le plus clutch, je peux pas te mettre un numéro 1 entre Alex Bocage et William Dufour parce que les deux ont été clutch à mes 2 années. C'est le match numéro 3 de la même coupe. C'était William Dufour qui a décidé de nous mettre son backpack et de faire venez-vous-en les boys, on s'en va en finale, tu sais, parce que nous autres, on était moyens là. Mais ouais, c'était incroyable, il était extrêmement clutch. Puis Bocage, on le voit, là, il a scoré le but avec 3 secondes à faire au match numéro 3, scoré le but gagnant. C'était juste ce genre de gars-là. Je pense que ces 2 gars-là, c'était des joueurs clutch. Sinon, mais pour moi, le meilleur joueur, Mikhail Abramov, c'était le gars le plus impressionnant. C'était débile ce qu'il faisait avec une rondelle. Puis c'est pas le gars qui est ressorti le plus, mais les gens réalisent pas à quel point il a été super important pour nous, parce qu'il était tellement checké. Tu vois, Max Pellerin nous a dit à peu près la même réponse que toi, ça me fait capoter. Ouais. Exactement. Ce gars-là, c'était tellement un bon joueur de hockey. Puis il a aussi pris son rôle là, parce que c'est un Russe. On dira ce qu'on veut, c'est un Russe. Et fait que c'est un gars skillé, plus tête de cochon, moins système de jeu. Puis il a pris son rôle, il était capitaine. Puis Karl Mallette a fait un job incroyable avec Abramov, d'y faire comprendre à quel point son rôle est important. Puis après ça, c'est à lui de le prendre ou pas. C'est donc le fait qu'il l'ait pris, c'est le mérite, il lui revient à 100% à lui. Puis je suis extrêmement fier du joueur de hockey qui est devenu. Puis aujourd'hui, je suis sûr que cette expérience-là, elle l'aide à jouer professionnel en Amérique du Nord. Là. Puis honnêtement, là, je veux juste te lancer une petite citation avant de faire le show. J'ai parlé avec un grand amateur des Foreurs de Val-d'Or. J'ai posé la question, je dis écoute, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il n'y avait aucune défaite, ils se ramassent en finale, puis ils perdent finalement contre les Tigres. Puis là, il m'a répondu, et je cite, Urtubise a volé la série. Depuis ce temps-là, il fait des cauchemars de toi. Comment ça te satisfait au niveau de la carrière de savoir que tu fais faire des cauchemars à des partisans comme ça? Je sais pas à quel point c'est ça qui me rend fier. Tu sais, ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui me rend fier de voir que peut-être les gens pensent que j'ai fait une différence là, tu sais, dans tout ça. Puis dans cette série-là, idéalement, j'aimerais ça que le monde il fasse des beaux rêves le soir. Là, tu sais, ça serait cool. Mais... Je veux que tout le monde soit heureux. Ça serait le fun, mais tu sais, non, ce qui me rend le plus fier dans ça, c'est que tu sais, il y a tellement de joueurs qui rentrent puis qui sortent de la ligue.
Il y a tellement de joueurs qui rentrent, il y a une moitié d'année qui sortent, ils rentrent une coupe de game, ils sortent. Il y en a qui font 3 ans et qui passent inaperçus. Mais je pense que je me suis fait cette réputation-là, d'être un gars clutch à plus d'une reprise. Puis, quand tu peux laisser ta marque à n'importe quelle manière, est-ce que, probablement que les partisans des Tigres, ils vont se rappeler de moi des années. Les partisans des Foreurs de Val-d'Or, ils vont se rappeler de moi des années. Probablement aussi. Les partisans Saint-John, la même chose. Fait que quand tu peux te faire un nom qui va rester dans le temps un petit peu, ça, c'est la plus grande fierté, je pense. Guillaume, est-ce que tu as une petite question de la fin avant qu'on se quitte? Réponse en un mot. Nicolas, toi qui as joué dans la Q pendant des années, qui gagne la Coupe du Président cette année? Sherbrooke. OK. Let's go. Il fait partie des choix. Ben écoute, Nicolas, un très, très grand merci de ta générosité. Ça a été hyper pertinent. C'est le fun de voir tout ton parcours, ton côté qui est très, très misé sur l'équipe d'ailleurs. On s'entend que tu n'as pas eu un gros discours individuel très porté sur l'équipe. Bonne attitude, mon ami. Puis la meilleure des chances, je ne fais pas de pression, mais la meilleure des chances pour le restant de votre saison du côté de Terrebonne, parce que vous êtes bien partis à ce qui paraît. Ouais, on va se faire. Yes. Ouais. Avec un gros merci, les gars. Là. Merci, bye-bye. Alors, Guillaume, ben écoute, on a eu la chance de rencontrer un jeune homme qui est, first, très mature et, ma foi, c'est un gars qui aime rire. Il est très accessible, très sympathique. C'était plaisant. Oui, écoute, moi, c'est ça qui m'a frappé. C'est un petit peu son côté style pince sans rire, là, de lancer des petites blagues, mais en étant très, très sérieux, puis des blagues très, très placées au bon moment. Non, très, très bon joueur de hockey et de ce qu'on vient de voir, une excellente personne aussi. Là. En effet. Eh bien, mon cher Guillaume, on se tient au courant. On se revoit très prochainement, mais merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Excellent, merci. Et bon